Bienvenue à ce webinaire qui touche vraiment sur les enjeux et les résultats concernant les nouveaux arrivants. Je propose de donner encore quelques minutes avant que nous commençons officiellement ce webinaire parce que c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps pour certaines personnes de se joindre. Et après, nous allons commencer. J'aimerais aussi déjà profiter de cette occasion pour remercier le Centre ontarien pour l'innovation en emploi qui m'a invité à animer ce webinaire pour parler un peu de la stratégie d'employabilité et de développement économique de la passerelle. Encore merci de me faire confiance. Aussi, si vous aviez, pendant notre session de ce webinaire, nous avions de 2 heures à 3 heures. Je vais essayer de faire ma présentation à peu près en 20 minutes pour laisser la place aux différents commentaires et puis questions. Je pense que vous pouvez m'envoyer des questions et je vais essayer de répondre à ces questions dans la mesure du possible. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendiez très bien? Juste m'envoyer par le chat un mot oui, s'il vous plaît. Parce que comme on le sait, avec des technologies, souvent il y a des petits problèmes. Et donc, si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez très bien par chat. Ah, on me dit que le chat est désactivé. Donc, c'est bon. Le chat? OK. Parfait. Non, moi, je reçois aussi, je reçois vos messages. Donc, ça fonctionne. Merci beaucoup, Julie. Merci aussi, Daniel. Donc, on va commencer. Encore bonjour et bienvenue. Je m'appelle Léonie Tiatal. Je suis la fondatrice et la directrice générale de la passerelle Intégration et Développement économique, un organisme qui est basé ici à Toronto. Aujourd'hui, mon intention est de partager avec vous la stratégie que nous avions utilisée ou que nous utilisons et nos approches ici à la passerelle pour favoriser l'intégration économique de nos clients, des nouveaux arrivants et ou des nouveaux Canadiens, parce qu'on essaie d'utiliser beaucoup le nouveau terme des nouveaux Canadiens au sein de notre grande collectivité francophone. Mon histoire à moi est une histoire d'une petite fille qui est partie du Cameroun à l'âge de 16 ans pour continuer ses études ici au Canada, particulièrement en Ontario, à Toronto. Et mon parcours comme jeune femme immigrante venant de l'Afrique et puis ne connaissant pas vraiment beaucoup, n'ayant pas les outils nécessaires pour faciliter mon intégration a été un peu parsemé de mon parcours et de mon travail aujourd'hui au sein de la passerelle. En un mot, ce que je développe, nous développons ici avec mon équipe comme concept, comme approche, c'est beaucoup basé aussi sur mon histoire à moi, sur ma vie, sur mes vécus, sur les challenges et les opportunités que j'ai vécues.
Et je me pose toujours dans la question, quand nous développons un concept ou un projet, c'est de savoir comment ça aura un impact sur la clientèle que nous desservons. Comment nous allons mieux favoriser ces communautés au sein de nos grandes collectivités et comment nous pourrions mieux répondre à leurs besoins en employabilité et aussi à favoriser et à faciliter leur intégration tout simplement dans la société canadienne et particulièrement dans celle de la société franco-ontarienne. Donc, moi, à travers mon histoire, j'ai pu développer, expérimenter plusieurs défis et opportunités et les stratégies que j'ai développées en collaborant tant avec les communautés francophones comme les communautés anglophones ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui comme la passerelle. Pour vous parler un peu de la passerelle, nous avions aujourd'hui, ça fait plus de 24 ans que nous existons, on a un bureau mère à Toronto, un bureau satellite à Scarborough. On a aussi maintenant un bureau à Paris et on a voyagé à travers le monde pour partager et développer nos concepts. Je vais vous parler de nos concepts un peu plus tard dans le cadre de cette présentation. Mais tous ces concepts ont une histoire, il y a un rationnel derrière cette histoire. La passerelle aussi a contribué beaucoup, contribue et continuera à contribuer beaucoup aux politiques publiques. Vous pouvez voir dans ma présentation qu'on a quand même été, on a siégé au sein du comité directeur francophone en situation minoritaire. En 2005, le gouvernement canadien a décidé de lancer une stratégie pour les francophones vivant en Ontario. Je m'excuse, il y a l'ambulance qui passe derrière moi. Je vais attendre quelques minutes. Ils sont en train de s'éloigner. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous participons beaucoup aux politiques publiques et nous essayons de contribuer et aider le gouvernement à développer des stratégies pour favoriser l'intégration des immigrants francophones et des nouveaux immigrants, des nouveaux Canadiens au sein de la grande société et particulièrement dans les collectivités francophones. La francophonie ontarienne a son histoire en tant que telle. Et elle a évolué depuis les 20 dernières années. On sait très bien que la francophonie ontarienne devient encore maintenant, moi je parle d'une francophonie multiculturelle, plurielle, parce que le visage de la francophonie ontarienne aujourd'hui est différent. Et les approches et les besoins sont aussi différents. Donc, il y a eu un mouvement de constance et d'évolution au sein de la grande francophonie plurielle. Et pour nous, à la passerelle, c'était important que nous fassions partie de toute cette transformation en siégeant ou en accompagnant les nouvelles stratégies pour favoriser l'immigration francophone en Ontario. J'ai siégé au sein du comité directeur, au sein du sous-comité, quand la région de l'Ontario a décidé de mettre sur pied la table d'experts en immigration. J'étais celle, la francophone, qui a négocié et poussé pour l'obtention de l'objectif de 5%. Est-ce que c'est atteint aujourd'hui ou c'est pas atteint? On ne sait pas. Il reste qu'il y a toujours, quand même, cet objectif existe pour l'Ontario et puis au niveau fédéral, on a cet objectif de 4% que je vais parler tout à l'heure. On a assiégé dans des groupes consultatifs, on est membre à la ville de Toronto. Donc, toutes nos présences au sein de ces comités nous ont permis ici à la passerelle non seulement de pouvoir comprendre la transformation politique et les approches, mais aussi de pouvoir adapter l'approche de nos services pour les clients. La participation sociale, culturelle et économique de la clientèle immigrante que nous desservons, c'est une réalité et c'est un objectif sur lequel le gouvernement et les associations doivent pouvoir s'accorder pour pouvoir atteindre cet objectif-là.
Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées au sein de la grande communauté francophone dans le cadre de la stratégie sur l'immigration. Mais il reste que la question de l'employabilité, des enjeux d'atteindre pour l'employabilité et les résultats pour les nouveaux immigrants ou les immigrants francophones à ce niveau-là restent un défi. Je pense qu'en termes de prospérité économique pour l'Ontario, nous sommes les immigrants une valeur ajoutée, nous sommes la grande communauté francophone une valeur ajoutée et nous contribuons à cette prospérité économique. Sauf qu'on a des défis que nous vivons sur le terrain et ces défis sont différents d'une communauté à une autre communauté. Vous allez très bien constater que quand on parle de précarité et de pauvreté au sein des communautés francophones racialisées ou de minorités visibles, le taux de chômage est très élevé. Et le taux de chômage au sein de ces communautés de minorités visibles est encore plus élevé. Si on regarde au niveau académique, ce sont des personnes qui arrivent avec des diplômes. Quand on regarde au niveau des immigrants dans leur ensemble, on voit qu'ils sont plus susceptibles, 2 fois, 3 fois, plus faibles de revenus que les non-immigrants. Et vous voyez aussi la différence entre le taux de revenu chez les minorités visibles versus chez les non-visibles. Donc, toutes ces statistiques-là façonnent l'approche de la passerelle, façonnent l'approche où nous voulons livrer des services et façonnent aussi les résultats que nous voulons atteindre. Maintenant, je vais vous parler en termes de stratégie que nous avions développée. On a commencé par comprendre la problématique. Quand on est francophone, immigrant, on arrive dans cette société, on a un problème d'adaptation culturelle, de compréhension, et on a aussi un problème linguistique. Quand on est francophone, immigrant et de minorité visible, on arrive avec 4 fois une problématique parce que c'est différent d'un francophone qui arrive de Paris que d'un qui arrive d'un pays du tiers-monde, de l'Afrique ou ailleurs. Ils ont besoin de plus d'adaptation dans leur parcours d'intégration que ceux qui arrivent de la France. Et je pense que Ronald Bisson, qui est un mentor à moi, explique très bien dans ses rapports sur le parcours et la trajectoire des immigrants et comment ça différencie dans quelle communauté, quand on est immigrant francophone de minorité raciale versus immigrant tout court, quelle est la différence entre l'impact social et les enjeux dans le chemin ou dans la trajectoire de ces immigrants-là. Donc, c'est en fonction de ces enjeux, on a développé le programme de formation en compétences culturelles. Un programme aujourd'hui qui est reconnu par le gouvernement fédéral et provincial et qui existe depuis plus de 8 ans et qui a fait pas mal d'échos positifs au sein des communautés. Le programme, c'est un programme bidirectionnel qui est offert aux institutions et qui est offert à la clientèle nouvellement arrivée. Ça repose essentiellement sur l'adaptation d'offrir à cette nouvelle clientèle des outils nécessaires pour pouvoir s'intégrer dans la société canadienne et pour pouvoir s'intégrer aussi sur le marché du travail. Pour les institutions qui arrivent ou qui offrent les services à cette clientèle, ça les permet de comprendre le processus culturel ou le bagage que ces clients ou bien ces personnes arrivent avec et comment les intégrer au sein de nos entreprises. Je pense que le grand défi des immigrants et leur potentialité sur le marché du travail reste encore beaucoup sur les questions linguistiques, sur les questions de soft skills, sur les questions de compréhension culturelle et aussi sur les questions des barrières systémique. La question de bidirectionnalité pour les communautés francophones dans un contexte de favoriser l'immigration francophone est un atout, est une priorité incontournable. On sait très bien aujourd'hui que beaucoup des immigrants qui arrivent se tournent vers les collectivités anglophones parce qu'ils ont probablement, et c'est prouvé, leur premier emploi pour la première fois. Les collectivités francophones sont vraiment au ralenti de la progression pour favoriser rapidement l'intégration au marché du travail de ces communautés-là. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, mais les approches sont différentes. Et donc, il faut qu'on soit capable d'adapter rapidement ces approches
pour pouvoir, répondre aux besoins de la clientèle. C'est aussi important de comprendre que le parcours des immigrants sont différents dépendant des régions où ils viennent et qu'il ne faut pas forcément faire un melting pot. Donc, ça veut dire qu'un immigrant qui arrive de la France avec des diplômes n'aura pas le même besoin qu'un immigrant qui arrive de l'Afrique avec le même diplôme et qui doit s'intégrer sur le marché du travail, même en termes seulement de soft skills. Donc, il faut regarder que toutes les approches dès le départ sont importantes pour pouvoir faire l'intégration de ces immigrants sur le marché du travail. Et donc, la formation compétences culturelles les offre les étapes nécessaires et les outils nécessaires pour se faire des plans d'action en tant qu'immigrant. Après avoir passé le choc culturel, on arrive maintenant à la réalité, la lune de miel, et maintenant on est à la réalité de pouvoir s'intégrer. Et généralement, on retrouve là que beaucoup d'immigrants perdent vraiment les pédales, dans ce sens qu'ils tombent en dépression, ils sont déprimés, ils sont choqués, leurs valeurs ne sont pas reconnues. Si on a des immigrants qui étaient directeurs dans leur pays et ils arrivent ici, on les propose des postes comme customer service. Sur un plan émotif, ils se sentent beaucoup diminués. Par contre, il faut faire vraiment une éducation de base pour leur démontrer qu'il faut partir du bas pour aller vers le haut. Si vous faites la différence entre les immigrants, femmes et hommes, les femmes ont plus tendance à beaucoup rapidement s'intégrer et les approches sont beaucoup plus différentes que pour les hommes. Et ça encore, ça dépend de certaines communautés. Donc, les compétences culturelles essayent de vraiment répondre à ces besoins-là. Et je vois qu'il y a des questions qui entrent, et puis quand je vais finir, je pourrai répondre à ces questions individuellement. Je vois, et donc, l'approche pour les institutions et les organismes, c'est de faciliter leur compréhension, à comprendre mieux les personnes qui s'intègrent au sein de leurs organismes ou bien dans leur processus d'embauche. Et on offre aussi des formations au niveau des ressources humaines. Parce que le grand problématique, souvent pour les entreprises ou pour les institutions, c'est de savoir si les personnes au niveau des ressources humaines sont culturellement ou inclusivement adaptées à ce changement de l'immigration, à ces nouveaux visages-là, et comment ils apportent un atout au sein de nos structures. Donc, c'est très important de voir ça. Et vous pouvez voir que nos participants, on a plus de 9 sur 10 participants déclarent avoir amélioré leur processus d'intégration après avoir suivi la formation. On sait aussi qu'il y a au moins 70% dans nos statistiques globaux qui ont trouvé un emploi. Après la formation compétences culturelles, ils ont compris ce que ça veut dire aller passer une entrevue. Ils ont compris ce que ça veut dire remercier l'employeur après une entrevue. Ils ont compris ce que ça veut dire ne pas baisser sa tête pendant l'entrevue, ne pas poser des questions financières pendant l'entrevue. C'est quoi une référence après une entrevue? Comment choisir sa référence? Et dans le monde du travail, qu'est-ce que ça veut dire être à l'heure? Qu'est-ce que ça veut dire respecter le travail en équipe ou bien respecter l'environnement? Comment faire le processus, passer un processus, se préparer pour une entrevue et même comment s'habiller pour cette entrevue-là en fonction de l'entreprise. Donc, nos approches sont vraiment de la base à l'accompagnement vers le résultat. Et ça prend du temps, on sait que ça coûte plus cher, mais on a une vision de vouloir vraiment intégrer ces clients sur le marché du travail. Donc, c'est une approche vraiment axée sur un modèle holistique. Un modèle holistique qui intègre le problème, l'identification du besoin, l'approche des livraisons du besoin et finalement le résultat et l'accompagnement après le besoin. Et pour nous, c'est assez important. Je pense que l'intégration des immigrants en milieu minoritaire restera toujours francophone un défi majeur. On sait très bien que les francophones vivant dans les contextes minoritaires ont moins d'accessibilité que la majorité. On sait aussi que le capital humain de la diaspora est un atout pour la pérennité
de la collectivité francophone. Et je m'accentue aujourd'hui sur la communauté francophone parce qu'on parle des immigrants francophones et on parle de la clientèle francophone. Et donc, c'est un atout pour la pérennité. Et on est en train d'anticiper aussi que la francophonie, durant les prochains 10 ans, vont encore massivement changer. Et donc, elles seront encore beaucoup plus diversifiées, plus multiculturelles. Donc, par rapport à ça, il faut anticiper les changements. Je n'ai pas parlé aussi de l'impact des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies vont transformer l'avenir de l'emploi. Ça va transformer, et c'est en train de transformer l'approche de la livraison de nos services. On va se rendre compte que, par exemple, les clients que nous desservons et qui ne sont pas aptes aux nouvelles technologies vont rester sur un statu quo de pauvreté. Et ils auront difficilement la facilité à se marginaliser, à s'intégrer sur le marché du travail. Et donc, il faut développer des mécanismes pour aussi se rassurer que ces personnes francophones-là ne soient pas oubliées dans les oubliettes et qu'ils restent dans leur statu quo de pauvreté. En même temps, il faut qu'on développe nos tendances en fonction du futur de l'emploi pour ces immigrants. Et donc, ça veut dire que, et on observe aussi sur le terrain que les groupes et les organismes anglophones deviennent de plus en plus bilingues pour avoir la capacité d'offrir des services tant en anglais qu'en français pour une clientèle francophone. Donc, nous, on doit continuer à innover et à continuer à développer des programmes sur mesure culturellement adaptés pour répondre à cette clientèle-là. Dans le cadre de notre stratégie, ayant vu tous les constats et les défis qui se présentaient à nous par rapport à notre clientèle ici à la Passerelle, nous avions décidé de créer le premier conseil des talents bilingues francophones. Ce talent bilingue francophone, et d'ailleurs, on a eu récemment notre 3e édition de la foi sur le capital humain. Ce conseil des talents bilingues francophones est représenté du secteur privé, du gouvernement et des institutions. La raison pour laquelle nous avions décidé de mettre ce conseil des talents bilingues sur pied, c'était pour nous aider à pallier à la problématique de l'emploi des nouveaux immigrants. Parce que s'ils ne sont pas engagés dans le processus, c'est très difficile pour nous de placer nos clients sur le marché du travail. Je vous donne un exemple. Au sein de ce comité, on a les vice-présidentes de 2 banques, RBC et TD. On a le vice-président de TELUS. On a la sous-ministre, Madame Marie-Lison Fougère. On a les institutions académiques. Ensemble, nous nous regroupons pour discuter des stratégies. Les employeurs, aujourd'hui, façonnent l'approche de livraison des services de la Passerelle. Ils nous disent ce qu'ils veulent sur le marché, ce qu'ils recherchent comme talent et comment nous devions orienter les approches de nos formations. Et ça, c'est très important. Et je crois que les employeurs ont toute une importance dans la stratégie que nous utilisons pour la livraison de nos programmes et pour pouvoir amener nos clients à se trouver un emploi. Le premier programme que nous avions lancé était un programme dans le secteur financier où on devait former en 3 mois des participants pour travailler comme customer service dans le secteur financier et bancaire. Et à cet exemple-là, les employeurs nous ont fait savoir clairement que les potentiels candidats francophones doivent être bilingues et doivent être capables de parler 50% en français, 50% en anglais. Sinon, ça ne marche pas. À nous, ça nous a permis de réadapter l'approche de la formation. Donc, on a intégré une formation dans ce secteur qui est bilingue, dont les participants ont une formation en français et en anglais. Et ensuite, on a introduit le business English, donc l'anglais parlé selon les termes du marché du travail et selon le terme du secteur, pas l'anglais où on te dit « My name is, I learn how to speak French ». Parce que ces cours d'anglais-là n'aident pas véritablement nos clients sur le marché du travail. Donc, on doit être capable de les former dans l'anglais du marché, la langue du marché, et aussi qu'ils doivent comprendre les terminologies. Et je peux vous dire que depuis que nous avions lancé ce programme, nous avions au moins 60 à 70% de notre clientèle qui ont fini le programme et qui travaillent aujourd'hui dans le secteur bancaire. Et je vous ai présenté, vous allez voir certains témoignages là.
Et ça s'est fait au moins 1 mois après la formation. Donc, ça marche. Ça nous a pris tout ce temps, au moins des années, pour comprendre qu'il fallait innover dans nos approches. C'est beaucoup de travail, mais il faut innover. Et si on parle de vraiment trouver les résultats pour les clients francophones, et que ces clients puissent avoir accès au marché du travail, il faut pouvoir être capable de trouver, d'être flexible dans vos approches, de développer, de bien comprendre et servir la problématique et le besoin, et de trouver des partenaires stratégiques pour nous accompagner à livrer des programmes qui vont répondre à ces besoins. Après, nous avions développé le programme de déjeuner-conférence. On a regardé au sein de la communauté tout ce qui était offert. Les gens, le Collège Boréal fait très bien tout l'accompagnement en développement des curriculums, conseillers en employabilité. Le Centre francophone en fait, l'ORED aussi. Mais nous, à la passerelle, on a observé qu'il y avait un manque. Un espace où on pouvait inviter l'employeur, pas le recruteur, à venir rencontrer le potentiel chercheur d'emploi, de présenter l'entreprise, les opportunités d'emploi, et après d'avoir un premier job dating, un date en employabilité de 10 minutes, et de permettre à l'employeur d'identifier les potentiels candidats, et ensuite de faire pour nous, d'accompagner le chercheur d'emploi à pouvoir finaliser les étapes de son entrevue jusqu'à l'obtention de l'emploi. C'est un modèle qui marche très bien ici à la passerelle. Depuis les 4 dernières années, on a servi au moins 1250 clients, si je ne me trompe pas, et qui ont participé à nos déjeuners-conférences. Je vous dis, 70% ont trouvé l'emploi. Aujourd'hui, les employeurs disent, on ne trouve pas les talents bilingues. On ne sait pas où ils sont positionnés. Pourtant, ils sont là. Pourtant, ils ne savent pas vraiment où aller les identifier. Ce que les employeurs nous ont aussi dit, c'est que même si on veut les talents bilingues, il faut qu'ils parlent bien anglais. Il faut qu'ils aient le soft skill nécessaire. Il faut. Donc, en fonction de ces besoins, nous avions identifié et nous offrons des formations d'accompagnement sur mesure pour nos clients. Ensuite, on a fait toute une recherche sur le capital humain pour discuter un peu dans le cadre de la campagne que nous avions eue qui disait « Immigrant veut dire un Ontario prospère ». La recherche Mercer nous a permis d'identifier où les employeurs cherchent l'emploi, quels sont les défis que les employeurs rencontrent pour trouver les talents bilingues en Ontario et ça nous a apporté des recommandations spécifiques pour pouvoir livrer une formation adéquate et répondre aux besoins de nos clientèles. Je dois dire, par exemple, je vais vous lire, vous aviez devant vous Anne-Solange Malika qui a fini le programme en tremplin emploi et qui a trouvé un emploi immédiatement à la banque TD. Et aujourd'hui, elle a beaucoup évolué dans cette institution-là. Et ça, ce sont des exemples, et nous avons beaucoup d'exemples de cas comme ça qui ont trouvé l'emploi et qui sont aujourd'hui des ambassadeurs aussi pour la passerelle et qui aident aussi à ouvrir les portes pour notre clientèle dans le secteur où ils ont trouvé l'emploi. Parce que nous devions aussi inculquer à nos clients que c'est important de recevoir, mais c'est aussi important de redonner. Et donc, pour multiplier l'effet d'impact de multiplicateur, c'est important que ces clients, ces anciens clients-là deviennent finalement nos ambassadeurs. Et donc, à la passerelle aussi, nous, on se focalise sur l'employabilité et sur la création d'emplois. Parce qu'on a beaucoup de nos clients qui n'ont pas le potentiel et qui ont les difficultés à se trouver un emploi. Et finalement, pour rehausser et participer économiquement, se lancent en entreprise et créent leur plus petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, on a plus de 68 entreprises qui sont créées. On a plus de 120 emplois, soit à temps partiel ou informels, qui ont été créés
par nos entrepreneurs. Et vous pouvez voir là aussi une autre de nos entrepreneurs qui parle et qui témoigne de l'exemple qu'elle a eu en suivant nos programmes en entrepreneuriat qui est basé sur encore l'accompagnement, les formations, les fonds les fonds de développement d'entreprise, pas des fonds remboursables, parce qu'il fallait démontrer que les immigrants francophones souvent n'ont pas les moyens même d'aller se faire un prêt, ou n'ont pas forcément des références historiques, financières, pour pouvoir avoir des prêts de la banque. Donc, on a développé pas mal de partenariats avec des organismes comme la IDE, beaucoup d'autres organismes futurs entrepreneurs pour continuer à livrer Marx, pour continuer à livrer nos programmes. Et aujourd'hui, on a lancé le premier gala en entrepreneur pour les immigrants francophones. Et ça, c'est un apport et un atout important pour la communauté, la grande communauté francophone, de démontrer le potentiel des immigrants francophones au sein de cette communauté. Et voilà, et puis on a transporté notre expertise en entrepreneuriat au niveau en France pour continuer à offrir nos approches aussi aux collectivités françaises, aux jeunes dans les quartiers défavorisés qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités. Et je ne vais pas vous citer tous les différentes villes dans lesquelles nous offrons. Et après ça, on a développé toute la stratégie. Comme je disais tout à l'heure, la stratégie d'employabilité, c'est une stratégie qui englobe un certain nombre d'étapes pour atteindre l'objectif recherché. On lance aussi des campagnes. La dernière campagne qu'on a faite, c'était pour parler aux entrepreneurs, aux entreprises, en disant que les immigrants que vous embauchez francophones, c'est un atout pour votre entreprise. Ils vous apportent des opportunités mondiales, ils vous apportent de la valeur, ils vous apportent de la culture, mais les entreprises ne sont pas là pour regarder le côté culture ou sensibilité, ils veulent regarder le côté profit. Et je pense que c'est aussi important, quand on est dans la livraison des services pour nos clients, d'avoir le même langage à un certain level pour les entreprises et de comprendre leur langage et d'ajuster leur langage pour répondre aux besoins de nos clients et pour favoriser l'impact de l'employabilité et de l'embauche et du succès de nos clients au sein de ces entreprises-là. Moi, je dis toujours que le client n'est pas le participant qui vient à la passerelle chercher de l'emploi. Le client, c'est l'entreprise pour nous. Parce que c'est nous qui nous essayons de combler leurs besoins en répondant, en leur offrant du potentiel humain et du capital humain qui va les aider à couvrir et à la productivité de leurs besoins. Donc, il faut pouvoir adapter vraiment ce langage et vraiment pouvoir agencer dans les différents thèmes entre la relation avec les employeurs et la relation avec la clientèle. Il y a aussi le fait que nous avions créé des sous-comités de gouvernance dans les différents secteurs. Aujourd'hui, on offre 4 secteurs de programmes en employabilité, dont dans le secteur d'hôtellerie et tourisme, transport, télécommunications et finances. Et nous avions créé des comités de gouvernance dans tous ces secteurs, avec les employeurs dans le secteur, avec les institutions académiques et toutes les ressources stratégiques qui peuvent nous accompagner à aller atteindre l'objectif. Dans le secteur hôtelier, à la fin de la formation, 100% de nos participants ont trouvé un emploi. Le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur demandant et qui est important pour le Grand Toronto, surtout en termes de bilinguisme. Mais en même temps, le défi qu'on avait, c'était de former et accentuer nos participants sur le côté soft skills et la compréhension culturelle de ces entreprises-là. Et donc, pendant leur formation, on travaillait sur le côté théorique, mais on travaillait aussi sur le côté aptitude et attitude, pour qu'à la fin, ils puissent avoir un bon packaging pour pouvoir faire leurs entrevues et être placés dans ces entreprises. Et donc, pour nous, c'est très important. Et à travers toute la stratégie de la passerelle, c'est vraiment toute une stratégie qui est axée sur le terrain, sur le développement politique et public, sur les partenariats avec le secteur privé et les institutions et les organismes. Et finalement,
sur la meilleure compréhension de nos clientèles. Et là, on a d'autres programmes maintenant beaucoup plus de socialisation, comme le programme de cuisine communautaire qui permet aux nouveaux immigrants de se retrouver une fois par mois à travers un vrai chef, professionnel du secteur, de pouvoir partager, échanger autour des repas culturels et de se créer des connexions. On a aussi des programmes comme la Foire des carrières en justice pour favoriser les jeunes immigrants à regarder les opportunités d'emploi et de carrière dans le domaine de la justice, parce que pour certains, le problème de justice est toujours et aussi a une connotation négative vu leur passé ou bien leur histoire depuis leur pays d'origine. Et on sait qu'il y a un manque dans le domaine de la justice en français, en Ontario français. Donc, si on peut commencer à favoriser, à sensibiliser notre clientèle jeune dès maintenant, on aura un potentiel énorme à long terme. Et en finissant, moi, je dirais que la communauté francophone ou les clients francophones viennent avec beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il est essentiel pour nos organismes, pour la passerelle, de pouvoir développer toutes les collaborations et stratégies nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la clientèle que nous desservons. La clientèle doit être au centre de nos actions et on doit être capable de comprendre comment naviguer avec cette clientèle-là pour les amener à une intégration réussie en employabilité, à une contribution économique de leur part au sein de la grande collectivité. Et pour nous, ce sont que quelques exemples sur lesquels je peux partager avec vous aujourd'hui en vous disant, je pense que ça demande de l'innovation, ça demande de la créativité et ça demande aussi de comprendre pourquoi nous démarrons une action versus une autre et comment le potentiel francophone, nouveaux immigrants, est un atout pour le potentiel économique ontarien et comment diminuer le taux de pauvreté et de chômage au sein de ces collectivités-là. Et quel résultat est satisfaisant pour nous en termes d'organismes et comment nous essayons d'innover dans les approches. Et tout l'investissement de l'équipe, l'investissement que nous mettons à mettre sur pied ces approches-là. Donc, pour moi, c'est de continuer dans la stratégie actuelle de regarder et d'être attentive au changement de l'employabilité de demain et comment ce changement va affecter nos clients et comment nous devons nous ajuster par rapport à ces changements-là. Donc, sur ce, je m'arrête et puis je vais vous donner, j'avais dit à peu près 20 minutes, on est à 14h36, donc on a quelques temps pour les questions. La première question était de savoir si nous offrons aussi ces formations en webinaire ou en personne. Non, on l'offre en personne, mais dans les rares cas, on l'a fait auparavant sur mesure en webinaire. Si ça veut dire que c'est nécessaire de le faire par webinaire, on pourra en discuter. Vous pourriez ensuite de ça m'envoyer un email et puis nous pourrons collaborer pour voir comment ça peut se faire. Mais la formation a beaucoup plus de sens quand c'est en personne parce qu'il y a des activités que vous deviez faire, il y a des mises en scène de situations, il y a des réflexions qui doivent se faire, il y a des discussions en groupe. Et donc, c'est toujours mieux de le faire de façon physique, en personne, que de le faire en webinaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous êtes calme. Vous êtes calme. Maintenant, je vais vous êtes calme, j'attends les questions. Je pense aussi que c'est toujours important, surtout au niveau, une des choses sur lesquelles je voudrais aussi accentuer, c'est même au niveau de l'identification du besoin du client quand il arrive pour la première fois. Merci beaucoup Chantal, merci. Quand il arrive la première fois au sein de l'organisme, je pense que les premiers pas d'un client au sein de l'organisme déterminent
totalement l'approche que nous allons prendre avec ces clients. Je sais que parfois, comme institution, on a beaucoup de clients, donc ce n'est pas toujours évident de faire des approches. Oui, on pourra vous envoyer ce PowerPoint sans souci. Je pourrais demander qu'on vous envoie le PowerPoint. Oui, c'est offert. Nous offrons la formation en Ontario. Partout en Ontario. On l'offre aussi souvent au niveau national. On l'a offert quelquefois à Winnipeg, Vancouver. Il y a un très grand besoin à ce niveau-là et c'est très important. Nous sommes en train de discuter justement avec nos différents bailleurs de fonds pour voir comment ça peut être, ça peut continuer, ça sera ouvert aussi dans d'autres régions. Je pense aussi qu'au niveau, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'identification des besoins du client, c'est important. Et c'est sûr que la feuille d'identification doit être très déterminante pour pouvoir développer le plan d'action avec ces clients-là. Je recommande aussi beaucoup, si vous êtes un organisme ou si vous êtes et vous travaillez en employabilité, le partenariat avec le secteur privé est clé, est vraiment la clé. Parce que on va beau offrir de belles formations, mais si ça ne répond pas aux besoins du secteur, c'est un peu des formations perdues. Et l'employeur nous dit généralement ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple. Récemment, Viarail avait besoin d'embaucher des agents de bord et ils avaient besoin d'embaucher des agents en service à la clientèle. Ils nous ont contactés et ils ont été très clairs dans ce qu'ils voulaient. Et dans ma discussion avec eux, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui pour vous est un meilleur candidat? Qu'est-ce qui rend un meilleur candidat? Elle m'a dit la flexibilité, quelqu'un qui aime offrir. Oui, je pourrais partager la formation avec les différents clients. Est-ce que vous pouvez partager vos formations, programmes de formation pour que l'on puisse faire la formation avec nos clients? On peut partager le concept, mais la livraison est vraiment spécifique. Et donc, vous aurez besoin d'être formé par nous et pour pouvoir être capable de le livrer. Et ça dépend aussi de la formation. OK, nous sommes un bureau emploi de la région et nous sommes offrir notre centre d'immigration. Je crois que votre formation en compétence sera utile. Ça est possible de m'envoyer l'information? Certainement. Envoyez-moi un email, on va vous envoyer l'information. Et justement, ce n'est pas très loin. Ça sera vraiment essentiel parce que vous connaissez, avec la stratégie de l'immigration francophone, il y a beaucoup, on ne parle plus maintenant seulement du Grand Toronto, on parle aussi de la régionalisation des francophones dans les différentes régions, comment les attirer. Et pour les immigrants, c'est important qu'il y ait des approches qui facilitent leur intégration, surtout dans les petites communautés qui sont encore un peu moins ouvertes à toute la venue de l'immigration. Donc, il faut les sensibiliser et aussi, il faut pouvoir favoriser la mise d'installation de ces immigrants-là en les offrant justement des formations comme ça en compétences culturelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, Biara, il nous a dit ce qu'il voulait. Mais en discutant avec l'employeur, il nous a dit on veut des gens flexibles, on veut des gens qui aiment parler avec le monde, on veut des personnes qui aiment le voyage, etc. Donc, quand on a fait la sélection des 15 candidats, on a sélectionné en fonction de ça et on a pu biffer nos candidats. Je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de potentiel. On a eu au moins 7 personnes qui ont été retenues par Biara. Donc, c'est très important dans ce processus-là. Pouvez-vous nous donner les meilleurs moyens pour vous contacter? Oui, vous pouvez, la passerelle IDE, c'est le 416 934 0588. 416 934 0588. Mon email à moi, c'est Léonie, LEONIE, passerelle, PASSERELLE, tiré par barre underscore, tiré IDE.com. Je vais répéter, Léonie, LEONIE, passerelle-ide.com. Imaginez-vous, je n'arrive plus à épeler mon nom. C'est incroyable. Donc, c'est très important et oui, effectivement, nous sommes très ouverts. En ce moment, on a formé plus de 250 organismes et institutions à travers la province. Et donc, la formation est offerte pour les clients et elle est aussi offerte
pour les institutions et les organismes. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous offrir et partager cette formation avec vous. Donc, on a encore 15 minutes. N'arrêtez pas de poser les questions. Je ne veux pas croire que c'était... Peut-être qu'il y a des questions que j'ai manquées. J'essaie de voir. Est-ce que vous pouvez partager vos programmes de formation? Ok, ça j'ai répondu. Quel est le coût pour participer à la formation? Merci. La formation, le gouvernement fédéral paye. La formation est gratuite pour tous vos clients. Si vous aviez des clients au sein de vos organismes, ils doivent être immigrants. Ils doivent avoir le statut immigrant ou reconnu au sens de la convention. La formation est payante pour les institutions et les organismes. Et ça, comme organisme à but non lucratif, ce n'est pas pour faire une rentabilité, mais c'est tout simplement pour couvrir les frais de formateur et toute la préparation. Parce que la formation se s'offre en plusieurs étapes. Si vous décidez de prendre la formation, nous vous envoyons un outil de diagnostic. L'outil de diagnostic nous permet de déterminer le besoin. Et en fonction du besoin, on développe une formation sur mesure qui va répondre à votre organisme. Donc ça, ça prend le temps. Et les prix ne sont pas fixes. On peut toujours négocier en fonction du budget que vous aviez et de ce que vous voulez atteindre. Mais pour vos clients, ils doivent tout simplement être éligibles et c'est couvert gratuitement. Et nous viendrons vous offrir la formation sur place. Je continue à voir. Vous pouvez nous donner juste un instant. Et je continue à regarder comment, s'il y a d'autres questions. Je pense vraiment que la formation en compétences culturelles, on a aussi fait des webinaires dans le passé sur les services pré-départ pour nos clients. Mais je crois que la formation en compétences culturelles est la clé de succès pour favoriser l'intégration des immigrants ou des nouveaux Canadiens sur le marché du travail. Parce que vraiment, cette formation leur donne tous les outils nécessaires pour comprendre d'abord les valeurs ajoutées aussi de la société dans laquelle ils viennent s'intégrer, leurs responsabilités aussi et les responsabilités et devoirs. Je pense qu'il est important pour les immigrants qui arrivent de comprendre qu'ils sont aussi là pour contribuer au développement de la francophonie dans sa pluralité. Et cette contribution passe par une bonne intégration, un apport au sein de la collectivité et aussi une bonne rétention sur le marché du travail. Et donc, pour nous, c'est important de sensibiliser cette clientèle-là autour de ces thèmes-là. Et c'est important pour les institutions d'accueil ou les organismes d'accueil de comprendre très bien la valeur ajoutée qu'apportent ces immigrants-là. Je veux aussi partager avec vous, si j'ai vos coordonnées, les campagnes que nous avions faites, que vous pouvez utiliser et envoyer au sein des institutions privées, secteurs privés avec lesquels vous travaillez, des campagnes qui parlent vraiment de l'apport de l'immigrant au sein du marché du travail canadien. Je suis en train de regarder si j'ai manqué d'autres questions. Bureau d'emploi, je pense que j'ai répondu. Ok, pouvez-vous nous donner la meilleure moyen de vous contacter, s'il vous plaît? Je pense oui. Merci. Combien de temps un nouvel immigrant doit avoir dans le pays pour être considéré nouvel immigrant selon les critères que vous avez? Est-ce que vous le savez? Au fait, vraiment, ça dépend. C'est une question beaucoup plus... moi, je pense qu'entre 1 et 2 ans, on est nouvel immigrant. Et puis après ça, on devient Canadien. C'est un peu en ce moment où on est en train de parler de toute la question des racialisations. Est-ce que les communautés minorités visibles doivent s'appeler minorités visibles alors qu'ils sont ici depuis des siècles, des années? Il y a des enfants de ces communautés qui sont nés ici. Et donc, est-ce qu'ils continuent à être minorités visibles ou bien est-ce que cette appellation devient Canadien, nouveaux franco-ontariens? Pour moi, ce sont des franco-ontariens parce que la génération à génération, ils ont contribué. Et pour le nouvel immigrant, je pense que c'est une période d'1 an et 2 ans. On arrive, on prend le temps de s'établir, on s'intègre. Dès qu'on commence à fonctionner dans
dans la société, dans le système, on a un emploi, on peut faire le bénévolat dans nos collectivités, on participe à nos églises, on participe à la contribution et l'évolution des enjeux publics et politiques, on se sent bien, nos enfants vont à l'école en français. On est maintenant, on fait partie maintenant de cette francophonie plurielle et nous partageons cette même identité. Donc, c'est une très bonne question. Je ne sais pas comment établir ces critères, mais je sais que pour les compétences culturelles, il faut avoir un statut légal au Canada. Si vous êtes demandeur d'asile, vous n'aviez pas encore de statut. Immigration Canada vraiment finance ceux qui sont immigrants, réfugiés au sein de la Convention ou canadiens. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres questions. Quel est le coût de la formation? J'ai répondu. Est-ce que lorsque je fais la formation, ça j'ai répondu. Et donc, c'est ça, nous avions encore quelques minutes. Peut-être je suis passée à travers rapidement parce que ça se veut aussi. Je voulais aussi vous donner l'occasion de me poser des questions que vous jugez importantes. Et pour moi, je dis toujours. Et puis, je n'ai peut-être pas parlé du suivi auprès de la clientèle. Je pense que c'est important d'avoir aussi un plan de suivi 3 mois ou 6 mois après. Même s'ils ont trouvé un emploi et qu'ils s'avancent très bien, c'est toujours important d'aller savoir comment ça avance et comment ils évoluent depuis. Je sais qu'avec la formation en compétences culturelles, nous vous offrons pour vos clients, 3 mois après, ils vont recevoir un sondage de notre part demandant quel impact la formation a eu dans leur vie et dans leur cheminement vers l'intégration. Et ensuite, à partir de là, nous pouvons voir aussi, c'est ça qui nous confirme, quand je vous donne des statistiques, 70% où leur intégration, 9 sur 10 disent que l'intégration s'est bien passée et se passe bien depuis la formation. C'est ça qui nous permet, ce sont ces statistiques qui nous permettent et qui confirment que la formation en compétences culturelles marche très bien. Aussi, pour tous nos programmes en employabilité, c'est ça aussi qui nous confirme parce qu'on voit qu'il y a la rétention après. Quand on appelle les employeurs, ils nous disent que, OK, on a embauché sur les 10 personnes, on a embauché 7, on a embauché 3, on a embauché 2. Ensuite, on peut faire un suivi. Donc, le plan d'action et de suivi après tout programme d'employabilité ou de formation que vous offrez auprès de vos clients sont capitalement importants. Nous, on est un peu dans une situation particulière parce que, oui, la clientèle avec laquelle nous travaillons, au moins 60% vient des pays en voie de développement. Le reste vient des autres pays. C'est une clientèle multiculturelle et qui vit avec des défis majeurs. Donc, c'est toujours important pour nous d'avoir, quand je parlais de l'approche holistique, l'approche holistique est très importante dans ce contexte-là parce qu'on travaille avec des clients qui sont parfois triplement marginalisés. Je ne sais pas, je crois que avez-vous basé vos programmes de formation sur les besoins de votre marché local? Y avait-il des manques dans ce domaine? Oui, effectivement. Je pourrais aussi partager plus tard avec vous le rapport Mercer que nous avions fait. On a fait plusieurs rapports et récemment, on a fait un rapport, une recherche dans le secteur du transport, télécommunications et les employeurs nous ont dit justement c'est quoi les besoins, c'est quoi le manque et qu'est-ce qu'ils recherchent et c'est quoi la différence dans les différents secteurs du transport. Donc, nos projets et nos programmes sont axés et basés sur des recherches qui confirment le besoin. Et ça, c'est très important. Et je pense que les recherches que nous avions peuvent aussi vous aider parce que ça couvrait quand même l'Ontario, même si c'est spécifique Toronto. Et on peut revoir que peut-être vous allez voir certains points de ressemblance dans les différents secteurs, même dans vos régions. Et donc, c'est important et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avions développé nos programmes. C'est vraiment des programmes qui sont prouvés, axés et qui fonctionnent parce que les recherches nous ont confirmé que c'était des secteurs de besoins et de main-d'œuvre. Et je crois que ça va continuer. Le secteur de la santé est aussi un besoin de main-d'œuvre important. Le secteur de l'éducation en est un autre. Nous, on n'a pas touché ce secteur, mais les recherches qu'on a fait nous a révélé. Et récemment, j'avais une rencontre avec des employeurs et les membres du gouvernement qui nous disaient que le secteur de l'éducation devient un secteur de plus en plus
à la recherche. On a beaucoup d'écoles anglophones qui cherchent des professeurs francophones et le secteur de la santé, il y a vraiment un manque. Oui, on va vous envoyer les recherches. Ça, je vais vous partager la dernière recherche que nous avions faite. Si vous nous envoyez vos courriels et tout, je pourrais aussi demander au Centre ontarien de me partager la présence pour vous envoyer toutes nos informations. Mais je ne sais pas, je crois que sur notre site web, je suis en train de demander à un de mes collègues ici, est-ce que la recherche est disponible sur le site web aussi, la recherche de la première étude est disponible sur le site web de la passerelle. Donc, si vous faites passerelle ID, Toronto, parce qu'il y a une passerelle à Montréal, donc tapez Toronto, vous aurez la recherche et vous allez avoir certaines de nos approches aussi sur notre site web. Donc, on n'a que 2 minutes pour conclure. J'essaie de vérifier si j'ai d'autres questions que j'ai manquées. Non, c'était ça la dernière question. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vraiment, si vous avez besoin d'autres questions, si vous voulez approfondir vos commentaires, il n'y a pas de problème. Je me remets à votre disposition pour pouvoir vous envoyer les informations, répondre à vos questions. J'aimerais encore prendre ce temps pour encore remercier le Centre ontarien pour l'innovation de m'avoir invité à partager nos approches ici à la passerelle. Je pense que nous avions aussi beaucoup à apprendre de vos institutions, mais nous essayons de partager. Je partage avec vous ici ce qui fonctionne bien pour la clientèle que nous desservons ici à la passerelle et je voudrais grandement et sincèrement vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été boring dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup pour vos questions. C'était des questions incroyables et puis j'adore beaucoup ça parce que ça me permet de répondre de vos réponses. D'ailleurs, c'est plus intéressant et interactif dans ce contexte. Et je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps, de votre temps de venir m'écouter. Merci encore. Et je vous souhaite bonne journée. Merci.